toutes les personnalités de droite, tout groupement confondu, alertent les pouvoirs publics sur la menace antifasciste en disant « Un jour, il y aura un drame, qu'est-ce que vous attendez pour lutter contre eux ?» Il y a vraiment des faits de violence toujours aux abords du meeting de la France Insoumise, face à des femmes qui sont pacifistes. Ils sont violents en face, ils sont violents dans leurs paroles, ils sont violents dans leurs gestes. On est là simplement pour leur rappeler, pour les combattre sur le domaine des idées. Alice Cordier, vous avez fondé Némésis, cette association désormais connue dans la défense des femmes. Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une actualité dramatique, parce qu'il y a quelques jours, un jeune homme a été lynché à mort en marge d'un rassemblement de votre collectif qui protestait contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po. Quel est au juste le sens de votre action ? Nous, tout comme on a envie de montrer qu'il y a une autre forme de féminisme possible, on a aussi envie de montrer qu'il y a une autre forme de jeunesse qui existe et qui n'est pas une jeunesse d'extrême gauche. C'est vrai que ces derniers temps, et vous l'avez bien dit, on multiplie aussi des apparitions dans des meetings de la France Insoumise, aux abords de meetings de gauche. Et nous, on a vraiment aussi cette vocation d'être des lanceuses d'alerte sur la dangerosité de ces gens-là. Jusque-là, il y avait des contre-manifs dès qu'une personne de droite venait faire une conférence. C'est important aussi de montrer qu'il peut y avoir des contre-manifestations de droite et qu'il y a une autre voie qui existe, qu'être uniquement un syndicaliste de gauche quand vous êtes étudiant à Sciences Po. Et donc c'est important pour nous aussi d'être présente sur ce terrain-là. Et puis Rima Hassan, on a aussi un petit passif, puisque c'est quelqu'un qui avait appelé à ce que nous soyons dissoutes à l'acide, selon le tag qu'elle avait relayé sur ses réseaux sociaux. La violence en politique, elle est aujourd'hui à gauche. Nous, on l'a subie depuis longtemps et là, on est arrivé à un point de bascule il y a quelques jours, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour provoquer ou pour intimider ou pour simplement empêcher ces meetings d'avoir lieu. On n'est pas dans la cancel culture. On est là simplement en réaction et pour montrer que oui, il y a une autre voie qui existe, une autre jeunesse, et que cette jeunesse, c'est pas celle de Rima Hassan, c'est pas celle de Raphaël Arnaud, c'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais je dirais que ça représente 5% de ce qu'on fait, puisque nous, la majorité de notre combat tourne autour des violences faites aux femmes, de la lutte contre l'immigration, de la lutte contre justement l'islamisation du pays. Alors précisément, est-ce que vous pouvez revenir au fondement de votre association ? Quel est au juste votre combat ? On est une association avant tout en fait de victimes, mais on a vraiment été marqués par la question de l'insécurité, notamment dans l'espace public. Par exemple, dès mes 12 ans, j'ai commencé à me faire harceler dans la rue. À mes 15 ans, j'ai ma sœur de 12 ans qui rentre en pleurant chez nous. Elle rentrait du collège en transport et elle s'est faite frotter par un homme dans le tram à Orléans. Et en fait, personne n'est intervenu. Et moi, je pense que ça a été la première petite flamme qui a commencé à vraiment crépiter en moi. Parce que qu'on s'en prenne à moi, c'est une chose, mais quand ça arrive à votre petite sœur, c'est encore une autre. Donc, quand je vois que les viols de Cologne, en plus, il y a une réalité d'agression en masse par des étrangers, je comprends que ce que je vis existe et que d'autres en font les frais, mais que personne n'en parle vraiment. Quand je vois, par exemple, l'histoire des grooming gangs en Grande-Bretagne et le fait que toutes les institutions ont caché la prostitution et les viols en masse de petites jeunes britanniques parce qu'il ne fallait surtout pas dire que c'était fait par des personnes issues de l'immigration, je me rends compte à quel point en fait, nous sommes dans le vrai et à quel point un jour, peut-être, dans 10, 15, peut-être plus, on se rendra compte de ce qu'on a essayé de mettre sous le tapis en France aussi. Et en fait, c'est ce qui donne sens à tout notre combat, c'est que plus le temps passe, plus l'histoire se déroule et plus on se rend compte qu'on a raison. Et qu'aujourd'hui, il y a des non-dits qui, en fait, ces non-dits-là, en fait, ils sont graves parce qu'ils créent des victimes, en fait. Mais il y avait déjà des associations de défense des femmes. Il y a des associations féministes qui dénoncent les femmes, mais qui ne veulent pas faire ce constat implacable qu'il y a des cultures qui ne considèrent pas la femme de la même manière, et qu'aujourd'hui, ça se ressent dans l'espace public. Voilà. Et que nous, on n'est pas des dirigeantes. Moi, je suis là pour dénoncer. Nous sommes une association de lanceuses d'alerte. J'entends qu'on puisse ne pas comprendre parfois notre mode d'action. J'entends que parfois on puisse se dire oui, mais elles exagèrent, etc. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que en fait, ce qu'on dénonce, c'est 1/10 en fait de ce qui se passe en France. Et que le jour où on aura un retour de bâton sur la réalité, sur les faits, on ne comprendra pas pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt. C'est pour ça que, et je pense sans trop prendre de risques, que ça va être le grand enjeu des violences faites aux femmes sur vraiment les dizaines d'années qui arrivent, ça va être ça. Et que ces violences-là, elles sont en hausse. Répétez, là encore cette année, il y a une hausse de 9% des violences sexuelles, notamment dans les transports. Mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, en fait. Il y a tout ce qu'on ne sait pas. Je parlais avec un certain nombre de policiers qui étaient en stage, notamment dans certains tribunaux. Mais ils vous le diront que toutes les personnes qui défilent dans les tribunaux, il faudrait d'ailleurs, nous, une action à faire, ce serait d'aller faire le pied de grue dans les tribunaux, d'assister à toutes les audiences. Mais vous verrez le nombre de personnes étrangères qui y sont, mais c'est affolant.
Et moi, tous les jours, je pourrais livrer un témoignage d'une jeune femme qui se fait agresser et qui vient vers nous. On avait cette expression pendant longtemps de dire on est l'île du féminisme où les victimes non écoutées peuvent venir justement pour se confier. La réponse des féministes, c'est tous les hommes sont des violeurs ou des potentiels futurs violeurs. Voilà, all men. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que certains hommes, en effet, sont prédisposés à pouvoir commettre de la violence parce qu'il y a parfois une histoire familiale, parce que parfois ce sont des enfants battus également, et il y a une vraie psychologie de l'enfant battu, je pense, à mettre en avant. Il y a des questions culturelles, il y a des questions de valeurs, et je pense vraiment et puis parfois il y a aussi des questions d'ordre psychologique ou psychiatrique. Mais je pense que, et notamment en Europe, en Occident, en Europe de l'Ouest, tout est fait pour que les hommes soient le moins violents possible, et tout a été fait pour justement, et c'est des siècles de civilisation, pour qu'on soit la culture la moins violente sur les femmes. On voit régulièrement passer des vidéos de militantes de votre association qui se font agresser. Est-ce que vous savez qui sont ces hommes violents? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous les reconnaissez? Ce sont des militants antifascistes tels qu'ils se présentent ainsi. Il y a plusieurs organisations antifascistes. Il y en a une qui est particulièrement connue parce que notamment en cours de dissolution qui s'appelle la Jeune Garde et qui met en cause dans le drame qui s'est passé jeudi soir à Lyon. Mais en fait, des organisations comme ça, il en existe quasiment plusieurs par ville. À Paris, vous avez l'action antifasciste Paris banlieue qui existe. Toutes les villes, on va dire, a son groupement ou ses groupements antifascistes. D'ailleurs, parfois, ils ne s'entendent pas entre eux. Et ces groupements-là sont mandatés de façon non officielle par la France Insoumise pour faire la protection aux abords des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est là où, dans le cadre de ce qui s'est passé du drame de jeudi, il y a la responsabilité morale de la France Insoumise, mais il va y avoir aussi la responsabilité pénale de la France Insoumise si on arrive à prouver qu'en effet, la Jeune Garde fait la protection de Rima Hassan ou de tout autre député de la France Insoumise. La question se pose de savoir est-ce que ces militants antifascistes-là, de la Jeune Garde, ne sont pas en fait le service d'ordre informel de la France Insoumise. Et en fait, j'ai envie de vous dire, depuis l'existence de Némésis, on est confronté à ces militants-là. Dès la sortie du premier confinement, Némésis avait quelques mois. On est né en octobre 2019. Je fais une conférence à Marseille. Mais la conférence est très discrète parce qu'elle n'est pas annoncée et surtout parce qu'on n'est pas du tout connu en fait. Mais il y a déjà des personnes qui s'étaient intéressées à nous, à savoir les organisations antifascistes. Je n'étais pas vraiment confrontée à cette violence-là, je n'étais pas confrontée à ces gens-là qui sont des organisations extrêmement bien rodées et qui sont là pour terroriser tous les militants de droite, quelle que soit d'ailleurs la droite pour eux commence à Emmanuel Macron, pour faire simple, parfois même à Glucksmann. Et quand je sors de la gare, je me retrouve nez à nez avec une dizaine de jeunes femmes, vraisemblablement d'un groupement féministe antifasciste local, puisqu'elles venaient de coller des affiches en ce sens-là, et qui étaient là pour en découdre. Moi, j'étais avec une militante que je venais de recruter en plus, où les filles arrivent sur nous et nous mettent des claques. Et c'est la première fois donc que je me rends compte à quelle sauce on va être mangé. Par la suite, on a un autre exemple à Rennes. Nos militantes ont été identifiées par l'extrême gauche locale. Et le visage de nos militantes a été imprimé avec leur nom, prénom, lieu de travail et placardé sur tous les poteaux de la ville de Rennes. Donc certaines ont démissionné. La violence, elle se traduit avec, par exemple, une rafale pour Cordier, une némésis, une balle, justice sociale. Et en fait, il y a une telle nazification de l'opposant que ça justifie absolument tout. Et vous verrez que dans les personnes qui seront mises en cause dans le lynchage de Quentin, ce sont des enfants de bonne famille, dont les parents seront peut-être dans la justice, sont peut-être dans l'éducation. Parce que simplement, les militants antifascistes, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de militants qui ont tué Quentin sont formellement identifiés par nos militantes ou par les militants lyonnais, c'est simplement parce qu'ils sont connus comme le loup blanc à Lyon pour commettre des faits de violence au nom de l'antifascisme. L'année dernière, devant Sciences Po, dans le cadre d'un tractage, et on avait fait la même chose dans le cadre d'une intervention de Jean-Luc Mélenchon, on avait été pris à partie extrêmement violemment par les étudiants de Sciences Po. D'ailleurs, c'était assez étrange pour nous de les voir sortir déjà avec des kéfiers, des drapeaux palestiniens, alors qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas qu'on viendrait. J'ai d'autres images qui me viennent en tête, pareil, à Rennes, où des militantes ont été molestées aux abords d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Il y a vraiment des faits de violence, toujours aux abords du meeting de la France Insoumise, face à des femmes qui sont pacifistes. Je pense à Raphaël Arnaud, qui a été auteur de violences en réunion, mais qui m'a surtout menacé d'une balle dans la tête. À chaque fois, on est présenté par la France Insoumise comme étant des nervis d'extrême droite, des personnalités violentes. Et en fait, on se rend compte à chaque fois que sont illustrées nos actions, que nous sommes des militantes, des jeunes filles entre 20 et 25 ans, avec un drap, avec une banderole. Ils sont violents en face, ils sont violents dans leurs paroles, ils sont violents dans leurs gestes. On est là simplement pour leur rappeler, pour les combattre sur le domaine des idées.
Nous, on a des militantes qui sont étiquetées dans leurs universités, où il y a des tags à leur nom. Marie Machin est une militante du collectif Némésis. Elles sont pointées du doigt, elles sont isolées. Il y en a certaines qui se font taguer le mur de leurs parents, le mur de leur habitation. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On peut aider des militantes à déménager, mais quand elles vivent chez leurs parents qui ont acheté leur maison à crédit, comment est-ce qu'on fait ? On leur rembourse le crédit ? Enfin, je veux dire, on arrive à un stade de folie, mais qui est absolument lunaire. Et on est complètement dépassé. On a des militantes où, pareil, sur les endroits des boîtes aux lettres, ici vit une fasciste de Némésis. C'est ça, hein. Et il y a véritablement une volonté de terrorisme. Honnêtement, je le dis, c'est du terrorisme. Les Antifa sont une organisation terroriste. Et d'ailleurs, plusieurs pays, je pense à la Hongrie, mais également les États-Unis, le reconnaissent comme tel. Et moi, ce qui me sidère, si vous voulez, c'est la non-réaction des gouvernements. Il y a eu l'affaire Charlie Kirk il y a quelques mois qui aurait dû alerter tout le monde. Et toutes les personnalités de droite, tout groupement confondu, alerte les pouvoirs publics sur la menace antifasciste en disant « Un jour, il y aura un drame, qu'est-ce que vous attendez pour lutter contre eux ?» Je pense qu'il y a une décrédibilisation des militants de droite, que ce soit Cocarde Unis, des mouvements plus nationalistes, royalistes ou même Némésis, simplement parce qu'en face, on avait des ennemis qui mettaient une telle pression pour nous diaboliser que parfois, je pense que des personnes de droite ou des médias de droite n'ont pas voulu trop couvrir en se disant il ne faut pas qu'on se salisse les mains parce qu'en fait on ne sait pas trop à qui on a affaire. Après tout ce que vous venez de traverser, après cette semaine très rude, est-ce que vous vous êtes pas dit il faut arrêter, stop ? Il y a encore peu de temps, mon père m'écrivait encore pour me dire qu'il fallait que pas que j'arrête, mais enfin qu'il fallait peut-être qu'on se calme. Le fait est que moi j'ai peur, hein. Moi j'ai peur tout le temps, hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas peur depuis 6 ans que je suis identifiée, c'est faux. Néanmoins, le combat il est trop important et pour qu'on recule, et donc les gens comme nous ne reculeront jamais. Et je pense que ça, ils ont compris que maintenant il y avait des gens comme nous qui ne vont pas capituler. Quand la mort officielle samedi soir a été officialisée, dimanche matin, Philippe de Villiers m'a appelée. Et c'est ces mots qui m'ont vraiment permis de tenir le coup aussi, parce que je ne vous cache pas que ça a été très compliqué pour nous d'avoir à supporter cette mort-là. Alors c'est incomparable et je ne vais pas prendre la peine, je ne peux pas comparer ma peine avec celle de la famille qui doit vivre des moments terrifiants. Et lui m'a dit qu'on allait devenir aussi par ça des symboles de résistance et qu'il ne fallait surtout pas qu'on lâche parce que on rentre également dans la continuité de gens qui se sont battus avant nous, qui ont laissé des plumes avant nous, qui ont pris des risques avant nous. Certains sont morts aussi pour ça. Pour les futures générations, il faut qu'on soit dans cette transmission. C'est ce qui m'a aussi permis de tenir dans des périodes où, évidemment, je ne vais pas vous mentir, depuis 3-4 jours, on est rongé à la fois de peur, de culpabilité, de peine, de colère. Et ce cocktail peut nous faire imploser aussi, et c'est important d'être soutenu comme ça et d'être soutenu par des gens qui comptent pour nous.